des ateliers où nous avons convié les élus, nous avons convié les partenaires au développement, nous avons convié la société civile pour voir les orientations que nous allons donner à ce projet de loi. Le draft qui a été obtenu a été partagé à nouveau avec les différentes organisations. Nous avons tenu récemment un atelier à Mbour avec l'ensemble des élus, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, les associations des élus locaux. Et aujourd'hui, c'est le tour des partenaires au développement et de la société civile. Nous allons projeter encore ce document pour recueillir leurs observations afin de d'améliorer ce document avant de le transmettre à la tutelle pour la présentation à l'Assemblée nationale. Parce que c'est une recommandation du président de la République Macky Sall de finaliser ce projet de loi. C'est une loi qui doit définir le cadre juridique de la protection sociale, qui doit définir les rôles et responsabilités des acteurs de la protection sociale. C'est une loi qui doit aussi définir le financement, les sources de financement de la protection sociale. Donc, c'est une étape importante pour consolider et pérenniser tout ce qui a été fait dans le secteur de la protection sociale. Voilà l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. J'ai décliné tout le processus depuis les orientations à donner à ce texte, le partage du draft pour prendre en compte les recommandations, les observations les plus pertinentes des uns et des autres. Et actuellement, c'est la dernière étape de partage avant la transmission du document à la tutelle. Bien sûr, la protection sociale a un coût, mais l'avantage que nous avons, c'est que le gouvernement a érigé la protection sociale en rang de priorité. C'est dans l'axe 2 du PSE. Donc forcément, les financements vont être trouvés. Et il faut aussi reconnaître que le gouvernement a beaucoup fait. Depuis 2012, le gouvernement du président Macky Sall a beaucoup fait en matière de protection sociale. Nous sommes une référence dans la sous-région. Le programme national de bourse de sécurité familiale qui a enrôlé plus de 315 000 ménages et qui est financé sur ressources internes. Donc ça, c'est quelque chose de très important que nous avons avec le gouvernement du président de la République, la couverture maladie. Donc c'est une volonté forte du chef de l'État d'avoir un système de protection sociale. Donc le financement, on n'a jamais assez de financement pour la protection sociale, d'autant plus que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de personnes vulnérables. Et ça, il n'y a pas qu'au Sénégal, c'est partout ailleurs. Nous avons visité le Brésil met énormément de ressources. Je viens du Maroc, le Maroc aussi met énormément de ressources dans la protection sociale. Donc c'est un processus. Nous allons à la recherche des financements, les ressources de financement. D'ailleurs, après, nous sommes sur un autre chantier, c'est la mise en place de la capsule, la caisse autonome de protection sociale universelle. À partir de cette caisse, nous allons identifier les sources de financement, collecter les ressources, les distribuer au sectoriel en contrepartie, en tout cas d'un engagement, avec un contrat de performance. Donc c'est un processus, mais heureusement, nous avons une forte volonté du gouvernement. À la protection sociale, à la solidarité nationale, coordonne la politique de protection sociale. Nous ne mettons pas forcément en œuvre les filets sociaux. Il y a beaucoup de sectoriels qui mettent en place des filets sociaux, qui déroulent les filets sociaux. Mais nous avons la stratégie nationale de protection sociale que nous avons formulée, que nous suivons. Et le ministère de l'économie nous a donné, en tout cas, nous a confié cette responsabilité-là sur la thématique protection sociale. Chaque année, les sectoriels de la protection sociale autour du comité technique de protection se regroupent pour renseigner les indicateurs. Donc avec ce travail-là, nous nous rendons compte que sur le plan cantine scolaire, un filet social qui est très important, nous avons nous devons renforcer. Nous devons renforcer et compte tenu de l'impact que ça a. Nous savons qu'il y a des enfants qui quittent leur domicile, qui ne mangent pas assez, qui passent la journée à l'école, n'ont pas des moyens pour acheter un repas.
Donc si on généralise les cantines scolaires, ça va permettre à ces personnes-là, issues de ménages pauvres, d'avoir assez de force, d'avoir assez de capacité pour mieux suivre les études. Et nous avons remarqué que les cantines scolaires augmentent la performance des enfants à l'école. Et c'est une façon de donner la même chance aux enfants des ménages pauvres. De donner cette chance aux enfants des ménages pauvres pour leur permettre vraiment de réussir les études et de devenir quelqu'un demain pour interrompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. C'est dans ce sens-là que j'ai interpellé les projets et programmes ou bien les directions qui travaillent dans ce secteur. Effectivement, ça aussi, ça fait partie des chantiers qui sont très importants que nous avons actuellement en charge. La loi d'orientation, la CAPSU, l'extension du RNU à 1 million de ménages. Ça aussi, c'est une instruction du chef de l'État d'étendre le RNU à 1 million de ménages. Le processus est en cours. Des CRD ont été organisés, des CDD ont été organisés, les comités de ciblage ont été actualisés. Et ces comités-là, les membres du comité ont été formés. Actuellement, les informations aussi sur les quotas des différentes communes ont été communiquées. Donc le travail se poursuit. C'est les comités de ciblage qui doivent répartir les quotas au niveau des quartiers et villages. Les membres doivent se rencontrer pour faire le ciblage. Et après le ciblage, il y aura une assemblée générale de validation pour éviter les erreurs d'inclusion et d'exclusion que nous avons connues à l'époque. Ce projet de loi, ce draft de projet de loi a toute une histoire. Et la société civile a été impliquée dans ce processus depuis le départ. Ce n'est pas moins de 4 ans, tout au moins, que ce processus est mis en route. Et aujourd'hui, nous arrivons à une étape où nous estimons que c'est une étape presque ultime, où nous pensons qu'au sortir de là et en entendant les propos du délégué général à la protection sociale, qui a reçu des instructions du chef de l'État pour demander à ce qu'on accélère l'élaboration et la finalisation de ce draft de projet de loi, nous espérons que nous sommes à la phase ultime. Ceci est extrêmement important, parce que quand on parle de protection sociale, c'est vraiment la vision de tout État. Faire en sorte que les plus démunis, les plus défavorisés puissent être protégés, puissent bénéficier des retombées du développement économique et que personne ne soit laissé en rade au bord de la route. La protection sociale, c'est le cœur du travail d'un État. Et alors, à partir de ce moment, il est important que la société civile puisse être impliquée. Donc, dès le départ, nous avons été impliqués et aujourd'hui, nous sommes tous là pour dire avançons, pour que, enfin, la protection sociale puisse devenir quelque chose qui soit consacré dans notre ordonnancement juridique. Que ce pays, qu'il y ait une loi qui puisse être opposable à l'État. Pour dire, vous aviez promis de faire A, B, C, D, et c'est dans nos textes, c'est dans nos lois, notre ordonnancement juridique de la Constitution jusqu'au texte de règlement en cours dans ce pays vous y oblige. Avoir cette loi va être un élément extrêmement important de pérennisation et de consolidation de la protection sociale. Il s'agit d'un projet de loi qui a été discuté. Et vous savez, la vocation des institutions universitaires est de mettre au point un certain nombre d'évidences scientifiques et de faire en sorte de partager ces évidences scientifiques pour permettre aux décideurs d'agir en conséquence. Et donc, nous avons réalisé une série d'études depuis de nombreuses années maintenant, qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Par exemple, une des études porte sur les projections sur la protection sociale à l'horizon 2050. Nous avons élaboré la stratégie, fait les projections financières et nous avons mis à disposition ces projections à la délégation et aux partenaires qui s'en inspireront pour prendre les décisions idoines. C'est dans une démarche inclusive et participative. Absolument. Je pense que depuis de nombreuses années,
les gens travaillent dans une logique de ce qu'on appelle la gouvernance multidimensionnelle, qui est une coproduction des politiques publiques avec les acteurs de la société civile, du secteur privé, l'État au centre, et en associant évidemment les institutions universitaires et de recherche, les institutions académiques, de manière à ce que les informations scientifiques et les évidences qui sont collectées puissent être des bases d'inspiration des politiques publiques.